Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'histoire. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une professeure d'histoire moderne de l'université Marie et Louis Pasteur de Besançon, Marie Barral-Baron. Marie Barral-Baron, bonjour. Bonjour. On va évoquer aujourd'hui, dans le cadre de ces deux émissions, je dirais une des vos grandes spécialités, puisque vous avez fait une thèse de doctorat sur Erasme. On va évoquer donc Erasme, ses écrits, ce qu'il reste de la pensée humaniste dans notre monde contemporain. Nous reviendrons bien sûr sur l'origine de l'humanisme. Alors tout d'abord, quand on parle d'Erasme, c'est un personnage un peu particulier. Il est né aux Pays-Bas, sa date de naissance est 1466-1467. On peut dire que c'est une des grandes figures de la pensée occidentale catholique. Oui, complètement. Erasme, en effet, il est né à Gouda. On doute encore de la date de naissance exacte, entre 1467 ou 1469. Et il incarne à lui seul le courant humaniste du XVIe siècle. Un courant qui naît en Italie au XIVe, mais qui se diffuse progressivement jusque dans l'Europe du Nord. Et Erasme, sans en être le chef de file, va incarner cet humanisme de la Renaissance. Alors précisément, on va s'intéresser à la définition même de l'humanisme. Comme vous êtes une spécialiste, comment peut-on définir cette philosophie en quelque sorte, cette pensée? Oui. C'est une véritable, effectivement, philosophie de vie. Je crois que pour la définir, on pourrait prendre une citation d'Erasme qui est issue d'un texte qu'il publie en 1529 et qui se nomme le De Pueris, qui signifie de l'enfance. Et il dit cette très belle phrase: « On ne naît pas homme, on le devient ». Et on le devient précisément par la culture. Et l'humanisme, c'est ce courant extrêmement exigeant qui estime que pour être un homme et une femme dignes de ce nom, eh bien, il faut être cultivé, extrêmement cultivé, c'est-à-dire maîtriser aussi bien les textes des Écritures, les textes saints, les textes patristiques, que les textes païens, à savoir les ouvrages latins et grecs légués par l'Antiquité. Voilà, donc il y a des grands humanistes comme Erasme. Montaigne, est-ce qu'on peut dire que c'est un humanisme? Alors oui, mais Montaigne est un héritier d'Erasme. Il a dévoré notamment les colloques d'Erasme. Et on ne comprend pas les essais de Montaigne sans la lecture d'Erasme. Montaigne apprécie énormément Erasme. Il a été d'ailleurs formé au collège à Paris par Adrien Turneb, qui est lui-même un érasmien. Donc c'est une continuité intellectuelle. Oui. Et le Britannique Thomas More? Alors Thomas More, lui, est contemporain direct d'Erasme. Et ce sont vraiment, un peu comme Montaigne et la Boétie, Erasme et Thomas More, ce sont des amis qui sont liés à partir de 1499, lorsqu'ils se rencontrent en Angleterre, jusqu'à la mort de More en 1535, lorsqu'il est exécuté par Henri VIII. Oui. On va évoquer donc ce personnage, Erasme. C'est un personnage fascinant, mais un personnage assez, je dirais, assez contrasté, parce que nous sommes en pleine, je dirais, réforme. Luther, en 1517, va placarder sur l'église de Württemberg ses 95 thèses, en quelque sorte. Donc, Erasme est né, je crois, vous le disiez, sa date de naissance n'est pas très définie, et je crois que même sa naissance même pose problème. Oui, sa naissance même pose problème. Alors, parce que Erasme lui-même a masqué sa naissance. Il faut savoir que Erasme est un enfant illégitime, un bâtard, comme on dirait aujourd'hui, et il a toujours cherché à masquer ses origines infamantes, à savoir qu'il est fils d'un prêtre et d'une femme qui est la fille d'un médecin. Toute la problématique, c'est vraiment la figure de ce père. Et Erasme lui-même a tenté, durant les années 1520, de réécrire son histoire. Il a rédigé une sorte de récit romanesque de sa vie, où il se présente son père comme devenant prêtre bien après sa naissance. Mais aujourd'hui, les historiens savent très bien qu'en réalité, son père était prêtre au moment de sa naissance, et donc il est marqué par ce qu'on appelle à l'époque, vous savez, la semence maudite. Et il est extrêmement fragilisé, et c'est une naissance qui l'habite et qui le marque toute sa vie, la marque de cette naissance illégitime. Illégitime, enfant, oui. Complètement, c'est un enfant illégitime. Illégitime, enfant naturel, comme on dirait aujourd'hui, en droit. Alors, ça a marqué ses études, son adolescence en particulier, Marie Barral? Oui, tout à fait, ça a marqué, je pense
ça a marqué toute sa personnalité. Erasme est un homme qui se méfie. Il se méfie véritablement toujours, même de ses domestiques. Il est habité par une forme d'angoisse. Et alors, bien sûr, avec l'apparition de Martin Luther que vous avez cité, Erasme a toujours peur que Luther découvre ses origines infamantes. Et donc, il les masque de manière extrêmement habile, il faut le reconnaître, puisque toujours aujourd'hui, on hésite encore sur sa date de naissance. Donc, je pense que ça a profondément marqué sa psychologie, la psychologie érasmienne, oui, tout à fait. Ses études ont été brillantes. Il va faire, je crois, des facultés de théologie. Ça a été, je dirais, au début de ses études, un grand intellectuel déjà. Oui, c'est un érudit, ça c'est sûr. Déjà, dès son enfance, il va fréquenter tout d'abord l'école de Deventer. On est là dans les Provinces-Unies, comme vous l'avez dit. L'école de Deventer, où il découvre, grâce à Alexandre Aegius, le souffle de l'humanisme, des premiers textes humanistes qui lui plaisent énormément. Ensuite, il va fréquenter l'école de Bois-le-Duc des Frères de la vie commune. Et c'est là qu'il va découvrir le courant de la Devotio Moderna, qui est un courant qui se développe dans les Flandres sous l'influence de Gérard Groot, qui invite les fidèles à avoir une relation directe avec Dieu, à apprendre à prier seul dans sa chambre. Et donc je dirais qu'Erasme, c'est vraiment ce mélange à la fois de ce souffle de l'humanisme et de cette capacité à rencontrer Dieu par la prière et par la lecture des textes saints. Donc lorsqu'il arrive à Paris à la toute fin du XVe siècle, il va effectivement poursuivre ses études, notamment à la Sorbonne. Mais il n'y est pas heureux à la Sorbonne parce que le grec n'est pas enseigné encore à la Sorbonne. On est encore un pays au sens étymologique barbare à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il va commencer à voyager. Il se rend d'abord en Angleterre en 1499, puis ensuite en 1506 il ira à Venise, il passera à Rome, à Padoue. Et c'est ainsi qu'il va construire son cheminement intellectuel et il obtient son doctorat de théologie à Bologne et pas à la Sorbonne. Non, Bologne qui est aussi au XVIe siècle une grande université. Exactement, qui est une grande université, et c'est en 1506 qu'il obtient son doctorat de théologie. Alors que va-t-il faire après cette... Est-ce qu'il va aller du côté de la prêtrise? Est-ce que du côté d'ordre religieux Alors là, il faut revenir un petit peu à son enfance, pourtant on est allé un petit peu vite. Après sa fréquentation de l'école de Deventer et des frères de la vie commune, il est touché par un grand malheur, c'est-à-dire que sa mère décède de la peste en 1493 et son père, un an après. Meurt aussi très. Donc il se retrouve, alors, vers, on ne sait jamais, vers l'âge de 14-15 ans. En pleine adolescence. Donc, pleine adolescence, orphelin de père et de mère. Et il est confié à des tuteurs, mais qui vont très mal se comporter, qui vont d'abord lui retirer finalement tout son héritage pécunier, et qui vont l'obliger, bien malgré lui, à entrer dans les ordres. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans le couvent de Sten, à vivre selon la cloche, comme il le dit lui-même. Or, il a une affection profonde pour les textes saints, il a une foi chevillée dans le Christ, mais il a horreur de vivre selon la cloche. C'est-à-dire l'idée de devoir se réveiller la nuit, d'aller à chaque jour sur des heures très définies, prier Dieu. La vie monastique en quelque sorte. La vie monastique. Oui. Il ne la comprend pas. Il la comprend pas. Et il le dit très bien, je peux vous citer une phrase, monacatus non est pieta. La vie monacale n'est pas la piété. Et donc il est désespéré, il se plaint beaucoup de cette période Erasme. Heureusement, il y a une bibliothèque au sein du couvent qui lui permet d'avoir accès à des textes de l'Antiquité, et il retrouve ce souffle de l'humanisme qu'il avait déjà respiré à Deventer. Donc il comprend que sa vocation n'est pas dans le cloître, mais dans les lettres. Le problème, c'est qu'il faut arriver à en sortir. Évidemment. Alors, en 1492, il devient prêtre, il est ordonné. Et en 1493, par chance, Henri de Bergen, qui passe par le cloître, cherche un secrétaire. Il a besoin de quelqu'un qui sait écrire. Et le supérieur du couvent de Sten lui conseille ce jeune prêtre qui s'appelle Erasme et qui sait écrire, qui connaît très bien la littérature et qui pourrait lui servir de secrétaire. Et c'est dans une occasion vraiment hasardeuse, la providence, comme dirait Erasme, que ce dernier va pouvoir quitter le couvent pour un temps limité afin d'accompagner Henri de Bergen dans un déplacement qu'il doit faire en Italie. Alors en fait, il n'ira jamais d'ailleurs en Italie, mais cela permet à Erasme de sortir du cloître et
il n'y reviendra jamais. Jamais. C'était une façon de s'y échapper, en quelque sorte. Exactement. Oui. Il s'échappe. Oui. Et plus tard, il obtiendra une dispense du pape Jules II. Oui. Le grand pape Jules II. Le grand pape, pour pouvoir vivre dans le siècle, tout en étant moine. Donc c'est une situation absolument extraordinaire. Ah oui, et un peu complexe quand même. Oui, très complexe, bien sûr, très complexe. Oui. Mais Erasme est vraiment un homme du paradoxe, un homme très difficile à cerner, qui cherche à ne jamais... comment vous dire, situer sa pensée. C'est-à-dire qu'il aime être dans un espèce de flottement pour que ce soit très difficile de le saisir. Et c'est ça aussi, nous, lecteurs d'Erasme, on est un peu perdus aussi dans tous ces écrits. Oui. C'est un écrivain difficile, c'est un écrivain exigeant. D'abord, il écrit tout en latin, parce qu'à une époque, on pouvait écrire en langue vernaculaire, mais parce qu'Erasme est convaincu, absolument convaincu, que la langue de l'Europe, parce qu'il croit en l'Europe, il croit en la communauté des nations, et il est convaincu que la langue de l'avenir, c'est le latin. Et absolument pas les langues vernaculaires. Et cela vous explique la raison pour laquelle il écrit latin. Il écrit toujours latin. Oui. Parce que pour lui, c'est la langue de l'Europe. C'est la langue pour unir tous les peuples européens. C'est ce qui fait qu'il est très moderne, en quelque sorte, j'allais dire. Il est très moderne, je dirais, oui, tout à fait, dans sa lecture de l'Europe. Oui. Mais... c'est très facile à dire après. Il s'est trompé dans la langue, effectivement, qui s'imposerait. Pour lui, c'était le latin, et comme son exigence de culture est fondamentale, le latin et le grec doivent faire partie d'un bagage, je dirais, minimal pour chaque individu. Oui. Alors, le grec et le latin, ça va aussi le poursuivre d'une certaine façon, parce qu'il va s'intéresser à tous ces textes anciens, Marie Barral. Oui, tout à fait. Il va s'intéresser énormément aux textes anciens. D'abord, il va apprendre le latin, donc très jeune. Il parle un latin absolument parfait. Et ensuite, il va chercher à se former en grec, notamment à Paris. Il est autodidacte, même s'il a quelques cours qui lui sont donnés. Et puis ensuite, on peut dire qu'à partir de, lorsqu'il part en Italie, en fait, à partir de 1503, il maîtrise parfaitement le grec. Et cette double lecture lui offre la possibilité d'avoir accès dans les textes originels. Dans tous les textes anciens. Oui. Tous les textes anciens, que ce soit en histoire suétone, que ce soit bien sûr Lucien, pour la littérature plus provocante, mais aussi Tertullien, et bien sûr tous les pères de l'Église, que ce soit Ambroise, Jérôme ou son cher Origène, qu'il apprécie particulièrement. Alors vous parlez de Jérôme, il a écrit ce qu'on appelle la Vulgate de Saint Jérôme. De quoi s'agit-il? Alors il a traduit plus exactement. Oui. Alors ça, là, vous touchez c'est quand même son œuvre majeure. Oui, vous touchez, et puis surtout, c'est ce qui enclenche beaucoup d'événements par la suite. En effet, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'Erasme, à partir du tout début du XVIe siècle jusqu'en 1516, il ne cesse de traduire les textes, des textes profanes. Il traduit Lucien avec Thomas More au tout début du siècle, et puis ensuite, il ne va pas cesser de traduire. Il faut imaginer qu'il travaille de manière incessante. Il s'accorde quelques petites promenades dans la journée, et puis il revient à son bureau pour traduire, parce que il a une mission d'humaniste. Il doit aider ses contemporains à mieux vivre grâce à la traduction des textes latins et grecs. Et voilà que autour de l'année 1515-1516, il se lance dans un projet extraordinaire qui est d'offrir à ses contemporains un Nouveau Testament avec une nouvelle traduction latine. Mais nous y reviendrons dans quelques instants, si vous permettez, Marie Barral-Baron, après cette courte pause musicale. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret sur RCF.
avec aujourd'hui Marie Barral-Baron, professeure d'histoire moderne à l'université Marie et Louis Pasteur de Besançon. On évoque donc Erasme, ce grand théologien, ce philosophe de la fin du XVe et du XVIe siècle. Avec vous, donc on évoquait une de ses œuvres majeures, on peut le dire. Vous allez nous développer tout cela aussi d'une certaine manière, donc sur la Vulgate de Saint Jérôme. Oui, tout à fait. En 1516, en comme 1516, je le disais, oui. voilà, en 1516, il publie vraiment son œuvre majeure. Il est là à l'apax de son humanisme, à savoir proposer à ses contemporains une nouvelle traduction du Nouveau Testament. Alors, il offre le Nouveau Testament en grec et en face, le texte latin. Mais ce qui est original, parce que ça pourrait sembler banal, mais ce qui est original, c'est que pour la première fois, un homme, Erasme, va appliquer au texte biblique, c'est-à-dire à la parole révélée, des pratiques philologiques. Ah oui. Il traite donc le texte, la parole de Dieu, de la même manière qu'il a traité la parole de Suétone ou de Lucien. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Je dirais, entre guillemets, c'est presque révolutionnaire. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est complètement révolutionnaire. D'ailleurs, on a dans sa correspondance, on va en parler, on va en parler des longuement, lettres d'amis qui lui disent « Erasme, qu'est-ce que tu fais ? C'est dangereux de toucher ainsi le texte. » Mais Erasme, en pur humaniste, qui veut absolument offrir à ses contemporains un texte du Nouveau Testament épuré, nettoyé de toutes les scories qui se sont accumulées au fil, et notamment voilà, du Moyen-Âge, ce fameux intervallum, comme il l'appelle. Il veut redonner à ses contemporains un texte purifié. Et donc il modifie des mots. D'ailleurs, la première parution du texte n'est pas le Nouveau Testament, c'est le Novum Instrumentum, le nouveau instrument, parce que selon lui, c'est le véritable titre de ce texte. Et c'est un moment extrêmement important, surtout durant cette même année 1516. Il publie aussi tous les écrits de Saint Jérôme. Donc, c'est un moment où Erasme s'impose comme le prince des humanistes, et c'est ainsi qu'on va l'appeler désormais de son vivant. Il est le prince des humanistes, celui qui domine le courant humaniste, mais dans le même temps, il déclenche nécessairement, je dirais, une forme de c'est Lucien Febvre qui dit que c'est une véritable bombe. Voilà, il dit que c'est une bombe qu'il lance dans le monde chrétien. Il provoque une ébullition, parce que voilà qu'il a touché à la parole de Dieu. Et alors bien sûr, pour compléter, il va publier à côté de son Novum Instrumentum des volumes d'annotationes, ce qui signifie annotation, dans lesquels il justifie toutes ces modifications. Et ce qui est original, c'est que parfois il dit « Ici, saint Ambroise a pu se tromper. Dans ce passage, saint Jérôme a exagéré. » Donc, il apporte des nuances dans la lecture des pères et donc de l'exégèse. L'exégèse, oui. Alors lui, il le fait en humaniste. Pas un instant, il ne songe ainsi fragiliser les fondations de l'Église. Oui, voilà. Alors justement, comment cette Vulgate de Saint Jérôme va-t-elle accueillie par le Saint-Siège, par l'Église elle-même, et j'allais dire, par le tribunal de l'Inquisition? Parce que tout passe par l'index quand même à ce moment-là. Alors, pas encore par l'Inquisition. En revanche, le pape, il y a une situation un peu complexe, c'est-à-dire que Erasme va offrir ce texte au souverain pontife, qui apprécie Erasme, qui le considère comme véritablement un pilier du catholicisme, ce qu'il est véritablement, bien sûr. Parce qu'il multiplie les paraphrases, il veut faire connaître la parole de Dieu, il veut faire connaître la parole des pères. Donc Erasme apparaît comme un parfait catholique. Tout à fait. D'ailleurs, il ne quittera jamais le giron du catholicisme. Mais en même temps, on fait entendre à Erasme qu'il serait peut-être sage de ne pas aller plus loin. Oui, exactement. La réforme n'existe pas encore en 1516. Attention, on ne peut pas penser ce qui est impensable. Donc on ne pense pas à la réforme. Mais on se dit, Erasme exagère un peu, il serait bien de s'apaiser. Mais à ce moment-là, j'ai envie de dire, la tunique du Christ n'est pas déchirée. Donc il a une certaine liberté. Il a une certaine liberté d'écriture. Et c'est ça qui fait aussi l'importance de son œuvre, c'est sa liberté de penser. Toujours liberté de ton, liberté de penser. Erasme y est très attaché. Oui. Très attaché. On peut dire que la Vulgate de Saint Jérôme reste un de ses plus grands écrits dans l'histoire de l'humanisme. Oui, cette publication, effectivement, cette publication sa traduction du Nouveau Testament, c'est un moment majeur de son existence.
Autre grand, je dirais, grand texte, grande œuvre d'Erasme, c'est en 1511, c'est l'éloge de la folie. Alors quand on parle de l'éloge de la folie, de quoi parle-t-on précisément, Marie Barral-Baron? Alors c'est un texte effectivement qui fait aussi la légende d'Erasme, c'est un texte absolument magnifique. Oui. Il y a différents niveaux de lecture, c'est un texte sans doute parmi les plus faciles d'Erasme, je veux dire en première lecture, mais en réalité c'est un texte d'une très grande complexité, d'une très grande richesse, et c'est encore un hymne à l'amour de Dieu. Juste pour préciser, le texte de l'âge de la folie, qui s'intitule en fait Moria, c'est un jeu de mots sur le nom de Thomas More. Parce que mort, en grec, signifie folie. Et pour lui, il n'y a rien de plus sage que son ami Thomas More. Et donc c'est tout un jeu sur le titre. C'est très subtil. C'est très subtil. Il l'offre à Thomas More. Et en filigrane, l'idée c'est de dire finalement le sage est le plus fou. Et est-ce que la folie ne serait pas sagesse? Et là, on rejoint toute la pensée de saint Paul, vous savez, de la folie de la croix. C'est-à-dire que c'est celui qui suit le Christ, donc le plus fou, qui est en réalité le plus sage, parce qu'il a compris que finalement, la vie sur Terre n'est qu'un passage, et que la vie, je dirais, la vie commence seulement au ciel. Donc il y a une lecture philosophique, exégétique, extrêmement complexe dans l'éloge de la folie. Oui. Donc ça reste aussi une de ces grandes œuvres. Oui, une œuvre majeure. Une œuvre majeure. Alors aussi les adages des 1500, cette scientologie aussi, les adages d'Erasme. Hein. Oui, les adages d'Erasme. Alors là, c'est autre chose. Oui, c'est complètement autre chose. C'est un autre aspect du personnage. Erasme est passionné par l'Antiquité, grecque et latine, comme on a pu le dire. Et Erasme, en fait, à partir de 1500, lorsqu'il est en Italie, il est frappé par la culture antique, et notamment par les proverbes de l'Antiquité. Et il est convaincu que toutes ces adages, ces locutions proverbiales, ces aphorismes, apophthegmes, on pourrait multiplier les vocables, eh bien, peuvent aider les contemporains à mieux vivre. Et alors, il a cette idée, alors quand on connaît Erasme, c'est vrai que ça fait sourire, parce qu'il a cette idée, à partir de 1500, vous avez raison, il va commencer à réunir les aphorismes et les locutions de l'Antiquité. Mais alors, il ne fait pas que les réunir, il ne fait pas une liste, il les commente. C'est ça, c'est ses commentaires. C'est ses commentaires. Et donc parfois vous avez un adage qui tient en une ligne et vous avez un commentaire qui tient en 15-20 pages. Alors au début, la première édition des adages en 1500, on va avoir autour de 820 adages. Et puis la dernière édition, qui est l'année de sa mort en 1536, on dépasse les plus de 4100 adages qu'il a rassemblés tout au long de son existence et qu'il a commenté les uns après les autres. Donc c'est une œuvre gigantesque. Gigantesque. Oui. C'est l'œuvre d'Hercule. Et ça aussi, ça fait référence au XVIe siècle, les adages d'Erasme. Ah oui, sur cette course, je dirais, auprès de ses contemporains. Oui, auprès de ses contemporains, vraiment. Oui, les adages imposent Erasme comme l'humanisme. C'est vraiment le prince des humanistes. C'est celui qui domine cette culture antique, tout en maîtrisant la culture des pères et la parole de Dieu. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine, si vous voulez bien, pour continuer de parler d'Erasme et de son œuvre, en quelque sorte, et puis revenir aussi sur ce qu'on appelle... C'est un pacifique, Erasme, aussi. Oui. On peut le dire. Et puis, ce qui reste de la pensée d'Erasme aujourd'hui, et puis Erasme et son siècle, on y reviendra la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous, Marie Barral-Baron, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore.